bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler à nouveau expatriation et je vais répondre à une question que j'ai reçue quand même assez souvent. Comment étudier en Allemagne? Pour étudier en Allemagne, il y a plusieurs solutions. Ça dépend un petit peu de ta définition du mot étudier. Est-ce que tu veux étudier en Allemagne de manière temporaire? Est-ce que tu veux faire une seconde réto en Allemagne? Est-ce que tu veux y faire ton bachelier, ton master? Bref, ça va un petit peu dépendre de ce que tu veux tout simplement faire. Mais ça va également dépendre de tes moyens parce que certaines options sont quand même assez onéreuses. Je vais d'abord commencer par les solutions temporaires parce que je pense que c'est là où il y a le moins de choses à dire. La première solution qui va être la plus onéreuse, c'est de partir avec un organisme ou une école privée à l'étranger. Le principe, tu vas partir avec une organisation dans une école privée où toute la journée, ou du moins une partie de la journée, tu vas apprendre la langue du pays en question avec d'autres étudiants qui sont dans la même situation que toi. C'est des systèmes qui existent un petit peu dans tous les pays, pas uniquement en Allemagne, mais bon, généralement l'Allemagne est assez bien représentée et ce avec de nombreuses villes. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu déjà le principe savent de quel organisme je parle. On pense notamment à EF ou encore la WEP. Ce sont des organismes tout simplement qui te mettent en contact en fait avec des écoles linguistiques. Donc du coup le principe de ces études, ce n'est juste que d'apprendre la langue et potentiellement d'être en contact avec des locaux sur place. C'est clairement la solution la plus onéreuse que tu peux trouver et pas forcément celle qui t'apporte le plus. J'ai pratiqué de nombreuses fois ce genre d'échange, donc je pense que je peux en parler en connaissance de cause, même si bien évidemment j'ai pas testé tous les organismes qui existent. Mais selon moi, ça vaut pas forcément toujours l'investissement. Je m'explique. Je n'ai pas eu la chance de partir avec EF, ma sœur est partie avec EF, moi je suis partie en Allemagne avec l'organisme WEP, et même si le moment que j'ai passé sur place n'était pas forcément négatif, je peux pas vraiment dire énormément de positif du service après-vente de WEP. Le principe quand même, c'est de payer pour les cours une fois là-bas, mais payer également pour avoir un accompagnement. Le principe c'est que tu ne pars pas en pleine aventure sans savoir ce qui t'attend. Tu es normalement pris en charge par un organisme qui fait un petit peu l'intermédiaire entre la famille d'accueil et toi, qui fait l'intermédiaire entre l'école et toi, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire là-bas. Ils te servent de contact, également de contact à tes parents, et le but, tout simplement, c'est de t'accompagner lors d'un séjour à l'étranger. En ce qui concerne WEP, je peux pas vraiment dire que l'accompagnement ait été extraordinaire. Ça a été très difficile d'avoir des personnes de contact, elles changeaient tout le temps, donc à chaque fois, fallait expliquer tout le dossier. J'ai de la chance que je suis quelqu'un d'assez débrouillard, j'étais majeure, j'avais pas trop peur de partir. L'Allemagne, c'est un pays que je connaissais très très bien parce que j'y allais souvent en vacances avec mes parents, donc j'avais pas forcément de crainte d'aller là-bas, surtout que je connaissais déjà un petit peu d'allemand. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est totalement perdu et qui se lance un petit peu dans l'inconnu, je ne pense pas que ce soit le meilleur accompagnement que tu puisses souhaiter. Il faut savoir aussi que ça représente quand même un certain coût. J'ai pas eu énormément de chance non plus parce que l'allemand c'est une langue qui est très très prisée, donc du coup je me suis retrouvée dans une classe avec littéralement presque 30 personnes, donc si c'était pour au final apprendre l'allemand de cette manière, j'aurais tout simplement pris un prof particulier et ça m'aurait apporté beaucoup plus que de passer un mois de cours dans une classe de 30 personnes, parce que franchement, autant rester dans les auditoires de l'université. Il n'y avait pas forcément une personnalisation au niveau du besoin de l'étudiant. J'étais venue avec un certain but et au final je suis sortie de là avec ok, quelques mots de vocabulaire en plus, mais est-ce que mon niveau a drastiquement évolué? Non. Et vu que j'ai pu partir dans d'autres programmes, j'ai vraiment de quoi comparer, donc pour le coup, pour moi en tout cas, j'ai pas eu une mauvaise expérience parce qu'il n'y a rien qui s'est mal passé, mais en tout cas j'ai trouvé que l'accompagnement n'était pas suffisant. En ce qui concerne EF, ma sœur a été beaucoup mieux prise en charge que moi, ça c'est sûr et certain. Moi elle était plus jeune également, elle était encore mineure, donc forcément je pense qu'il y a une attention qui est toute particulière pour des enfants qui sont mineurs. Le programme était peut-être un petit peu mieux ficelé, ils ont été beaucoup plus encadrés sur place également. Il reste quand même des grosses classes selon moi, surtout qu'à la base le principe c'est qu'on vous dit oui, dites-nous sur quoi vous voulez travailler ou quoi que ce soit pour qu'on puisse vous aider à vous améliorer. Il y a des petits exercices ciblés qui ont été organisés sous forme de feuilles d'exercice, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez peu comme accompagnement par rapport à par exemple un prof particulier. Mais ça, ce n'est encore une fois que mon avis. Concernant toutes les activités qu'elle a dû faire, il y a quand même pas mal d'activités qui étaient payantes. Après, ce qui était bien, c'est que moi en Allemagne, j'étais en logement étudiant, donc je n'avais pas de famille d'accueil, mais ma sœur, elle, était en famille d'accueil parce qu'elle était mineure. La famille d'accueil avait été super bien choisie, elle s'est super bien plu là-bas. Le fait d'avoir une famille d'accueil aussi, ça te permet de pratiquer beaucoup plus, donc ça c'est cool. Et après son retour de F, elle avait accès à une certaine plateforme pour pouvoir continuer à faire des exercices au fur et à mesure, donc je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à son temps, il y a quelques années, c'était toujours le cas. Ce
Cependant, quand bien même l'expérience de ma sœur a été un petit peu plus concluante que la mienne, au final, vu son amélioration en langue, je suis pas sûre que ça valait l'argent dépensé, surtout parce qu'après, bon, pour combler nos lacunes en langue, on a pris des professeurs particuliers. L'évolution linguistique a été tellement plus haute avec un prof particulier qu'avec ce genre de programme, donc c'est pour ça que je vous conseillerais vraiment de faire attention et de vous renseigner sur quel organisme vous prenez pour partir à l'étranger, quelles sont la taille des classes. Ça joue un rôle hyper important parce que forcément, si tu as une classe de 30 élèves, tu ne pourras pas discuter avec le professeur ou tu pourras pas pratiquer aussi souvent que si c'est une classe de 5 élèves, donc ça joue un très très grand rôle. Est-ce que tu peux être en famille d'accueil? J'ai quand même à préciser aussi qu'il y a beaucoup de retours négatifs sur EF. Déjà de 1, je pense par rapport au prix et l'accompagnement, mais je pense qu'il suffit de taper EF mauvaise aventure sur YouTube pour pouvoir trouver plusieurs témoignages de personnes qui ont très très mal vécu leur échange avec EF. Il y a certaines personnes aussi qui ont eu de très mauvaises aventures avec les familles d'accueil et au moment où ils ont essayé de contacter EF, ils ont à peine pu recevoir une réponse et c'était très lent pour pouvoir les changer de famille. Mais après, je ne crache pas totalement sur ce genre d'organisme parce que je suis partie en Russie avec Exlingo, qui est aussi un organisme d'une école privée en fait, tout simplement en langue. Et pour le coup, l'expérience a été totalement différente. Déjà de 1, tout était fait un petit peu sur mesure, c'est-à-dire que le matin, j'avais cours avec une classe de 5 personnes maximum et ça change absolument tout. Enfin, tu passes d'une classe de 30 personnes à une classe de 5 personnes, enfin franchement, il y a quand même une grande différence. On avait plusieurs après-midi de libre sur la semaine où c'était que des cours particuliers ou des exercices avec les professeurs. Les familles d'accueil que j'ai eues en Russie étaient vraiment trop cool. Franchement, Exlingo, pour le service et l'argent dépensé, ça valait largement la peine. Il y avait plein d'activités qui étaient organisées et la plupart des activités étaient gratuites. L'accompagnement a été totalement différent, ça a été tellement plus simple, en plus il y avait des questions de visa, etc. et j'ai eu absolument aucun problème. Comme quoi, ces organismes sont pas forcément des mauvaises choses, c'est pas des choses à diaboliser, mais je pense qu'il faut vraiment les choisir avec soin et peut-être prendre des organismes un tout petit peu plus petits ou un petit peu plus dédiés plutôt que de gros organismes tels que EF qui au final font énormément de pays mais sont pas toujours consistants sur le service. Il existe également le principe de deuxième terminale ou deuxième réto à l'étranger. Avant de rentrer à l'université, tu peux avoir le choix de refaire en fait ta dernière année dans un pays étranger. Ça peut être en Angleterre, ça peut être en Allemagne, enfin bref, tu peux faire ça dans plusieurs pays. Et ça aussi, c'est une chouette opportunité justement pour pouvoir vivre à l'étranger ou étudier à l'étranger de manière temporaire et avoir un premier aperçu d'à quoi ça ressemble. Personnellement, je ne suis pas partie avec ce genre de club ou ce genre d'organisme. Je sais qu'il en existe plusieurs, en tout cas en Belgique, généralement on passe par Rotary, mais il en existe d'autres. Il suffit d'aller sur des sites tels que student.be, etc. Généralement, ils te donnent pas mal d'infos, le forum également. Tu peux même demander à tes écoles, parfois ils ont des partenariats en fait avec d'autres écoles à l'étranger, donc c'est toujours intéressant de demander. En tout cas, l'école dans laquelle j'étais, par exemple, accueillait des étudiants étrangers et envoyait des étudiants étrangers en échange, donc ça c'est toujours des choses que tu peux demander à tes écoles ou les écoles avoisinantes. Quand tu pars avec ce genre de club, avec ce genre de programme, il faut savoir qu'on te demande quand même un certain investissement personnel. Tu vas pouvoir refaire une deuxième réto ou une deuxième terminale à l'étranger. Au niveau de l'éducation, j'ai envie de dire que ça t'apporte pas grand chose parce que sur place t'as pas forcément des cours de langue poussée comme tu aurais avec EF. Tu revois des cours de maths ou des cours de français ou peu importe ce que tu as déjà vu, donc c'est pas très intéressant. Le but c'est plutôt de vivre l'expérience, d'être dans une famille d'accueil, de rencontrer des gens sur place, etc. T'es plus là pour l'expérience que réellement l'étude. Et généralement ça implique également que toi tu accueilles quelqu'un dans ta famille. C'est un principe d'échange, donc c'est-à-dire que toi tu vas dans une famille d'accueil, mais toi tu es susceptible également de recevoir quelqu'un et de servir de famille d'accueil. Autre moyen de partir étudier à l'étranger, bien évidemment, c'est le programme Erasmus. Je pense que tout le monde le connaît. Erasmus est un programme d'échange universitaire au sein de l'Union Européenne. Bien évidemment, si tu veux partir en dehors de l'Union Européenne, tu as également la possibilité de partir. Moi, je suis partie en Chine, mais c'est juste des programmes qui portent d'autres noms. En ce qui me concerne, je suis partie en Erasmus 2 fois. Donc je suis partie en réel Erasmus une fois, 1 an en Allemagne, et je suis également partie sur un autre échange universitaire pendant 4 mois en Chine. En ce qui me concerne, ces programmes universitaires ont été extraordinaires, j'ai vraiment adoré. Alors déjà de 1, il faut savoir que t'es un petit peu plus livré à toi-même, parce que même si c'est un échange universitaire et que c'est un minimum cadré par l'université, toutes les démarches d'inscription, de remplissage de papiers, de demande de visa, tu vas devoir les faire toi-même. Cependant, je trouve que c'est toujours un bon exercice parce que ça t'apprend à te débrouiller toi-même et c'est toujours important d'avoir ce genre d'expérience. C'est aussi quelque chose qui est moins onéreux selon moi que des programmes tels que Rotary ou EF.
pour la simple et bonne raison déjà que peu importe ton statut, tu reçois toujours une bourse, c'est juste que le montant de cette bourse va fluctuer en fonction du revenu de tes parents ou de tes revenus personnels. Généralement, tu peux également bénéficier des logements étudiants de l'université dans laquelle tu vas, donc ça c'est toujours assez sympathique parce que les prix sont plus intéressants. Et puis tu vis réellement la vie d'étudiant à l'étranger. Le principe d'échange universitaire, tu en trouves que ce soit en bachelier ou en master. Et comment ça se passe brièvement? En fait, ton université possède une liste d'universités partenaires dans lesquelles tu peux choisir 3 universités. Tu fais ton choix, tu le justifies un petit peu, généralement on te demande un CV, une lettre de motivation, voilà, ça dépend les unifs. Ensuite, ton dossier est envoyé au rectorat de ton université qui va décider dans quelle université tu iras. Le rectorat revient vers toi, te dit l'université dans laquelle tu as été choisi, tu auras un premier contact avec l'université pour pouvoir justement organiser ton inscription, pour pouvoir payer possiblement des frais d'inscription aussi accessoirement, pour pouvoir organiser tes cours, donc il faut que tu as tout un programme en fait dans lequel tu peux choisir des cours. Ça va être à toi de les choisir, t'as un minimum de crédits, comme on dit en Belgique, à prendre pour pouvoir compléter en fait tout ton cursus scolaire. Faut savoir aussi que l'Erasmus, quand bien même il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un petit peu une rigolade, c'est pas forcément une rigolade non plus, parce que si tu rates, on te reprend ta bourse, donc ça fait un petit peu mal. Et puis c'est surtout que si tu rates en Erasmus, ça veut dire que tu recommences quand même ton année en France. Et d'ailleurs, avant de partir, tu as un test de langue et en revenant, tu as un test de langue. Si le niveau ne s'est pas amélioré, à mon temps tout du moins, on te reprenait ta bourse. Après, bien évidemment, tu peux choisir les cours que tu veux, donc il y a beaucoup de gens qui prennent des cours hyper faciles, comme ça ils sont sûrs de les réussir et ils peuvent se la couler douce toute l'année. Au niveau coût, en ce qui me concerne, c'était même plus avantageux pour mes parents parce que l'Allemagne est un pays qui coûte moins cher. Et puis ce qui est bien, encore une fois, c'est que c'est encadré dans un cadre spécial, qui est le cadre des échanges étudiants, ce qui fait que, administrativement parlant, c'est quand même beaucoup plus facile. Je tergiverserai pas plus sur l'Erasmus parce que c'était pas le but de cette vidéo, je voulais juste présenter les différents moyens pour pouvoir étudier en Allemagne. Après, si ça t'intéresse vraiment d'avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet, je referai alors une vidéo dédiée à l'Erasmus parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire mais que j'ai pas forcément envie que cette vidéo dure des heures. Donc passons tout de suite aux études longues en Allemagne. Si tu souhaites faire ton bachelier ou encore ton master en Allemagne, sache que c'est tout à fait possible. Il y a 2 solutions. Soit tu es un citoyen de l'Union Européenne et donc du coup tu t'évites déjà pas mal de paperasse, soit malheureusement tu n'es pas un citoyen de l'Union Européenne et là tu vas devoir t'occuper de trucs un petit peu moins sympas comme par exemple les demandes de permis de séjour et les visas. Je te rassure, généralement l'université t'aide un minimum pour organiser ses papiers, t'envoie les invitations, etc. C'est un petit peu plus de paperasse à faire mais c'est pas non plus genre effroyable. Enfin tout du moins, j'avais des colocs indiens qui m'ont dit que franchement ça allait. Première étape, trouver une université. Alors comment trouver une université? C'est simple, tu vas sur internet, tu tapes ce que tu souhaites étudier, de préférence en allemand. Il y a certains cursus qui sont uniquement en anglais en Allemagne, donc bon, si tu parles pas allemand, sache que c'est pas totalement impossible de venir étudier ici. Donc il va tout simplement falloir trouver ce qui te convient comme étude et généralement je te conseille de trouver plusieurs universités parce que quand bien même tu postules à une, t'es pas forcément sûr qu'elle t'accepte. Je te mets un lien dans la description qui liste en fait toutes les universités allemandes. C'est pas quelque chose sur lequel je peux forcément plus m'étaler malheureusement parce que ça va dépendre de tout un chacun et des études que tu veux faire, mais sache qu'il y a 1001 possibilités d'études, de facultés, d'universités en Allemagne, donc tu trouveras sûrement quelque chose qui te plaira et pour lequel tu auras envie de postuler. Et j'anticipe déjà une question que encore une fois je reçois souvent, quelles sont les villes qu'il faut éviter quand tu as un petit budget étudiant et que tu souhaites quand même vivre en Allemagne? Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Munich, Stuttgart et Francfort. Et oui, Berlin ne fait pas partie de ces villes parce qu'en fait Berlin c'est une ville qui est pas très chère en vrai, donc comme quoi la capitale ça ne veut rien dire. Comment ça se passe une fois que tu as trouvé une université? Alors tout simplement, je te conseille encore une fois d'en prendre plusieurs et de tout simplement envoyer ta candidature. Sur les sites des universités, quand tu as fait un minimum tes recherches et que tu as regardé si le cursus te plaisait, tu auras sûrement trouvé l'adresse du secrétariat. C'est à cette adresse que tu vas pouvoir envoyer tes mails. Alors tu peux envoyer un premier mail en demandant quelles sont les différentes démarches à suivre et quels sont les différents documents dont ils ont besoin, mais généralement je te le dis par avance, les documents dont ils ont besoin c'est une copie de ta carte d'identité ou de ton passeport, des informations un peu comme un CV sur d'où tu viens, est-ce que tu as besoin d'un permis de séjour, est-ce que tu as déjà peut-être un permis de séjour, est-ce que tu as besoin d'un visa, quel est le cursus que tu veux suivre. Tu peux également fournir une petite lettre de motivation. Il te faudra également une copie de ton certificat d'études que tu as obtenu après le bac ou après la réto, peu importe, ça porte différents noms en fonction du pays, mais avant de rentrer à l'université, normalement tu obtiens un premier diplôme. Ce diplôme-là, tu dois le faire traduire et tu dois obtenir une traduction assermentée. Une traduction assermentée, c'est tout simplement une traduction qui certifie que le document qui a été traduit est un original et non pas un faux. C'est une traduction qui coûte un petit peu plus cher et qui ne peut être faite que par certains traducteurs. Certaines universités, en fonction de ton diplôme, peuvent également te demander des tests d'entrée. Si tu rates ces tests d'entrée, tu peux avoir par exemple une année préparatoire, donc une année supplémentaire à faire avant de pouvoir obtenir ton diplôme.
Il faudra également t'inquiéter des frais d'inscription, parce que oui, si tu t'inscris dans une université, il faudra payer des frais d'inscription. Ces frais d'inscription, ça dépend fortement des lenders dans lesquels tu étudies, ça peut aller de 80 € à 500 € le semestre, bon ça dépend un petit peu de l'université, mais généralement ça, les prix, ils te le disent quand tu prends contact avec le secrétariat. D'ailleurs, informe-toi à ce sujet avant de réellement clôturer ton inscription. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas la citoyenneté européenne, sachez que les universités demandent également une preuve de revenu. Bien évidemment, on n'attend pas à ce que vous soyez employé, mais vous devez tout simplement fournir un extrait de compte ou une preuve d'un certain montant d'argent sur votre compte. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, on vous demande de prouver 8 000 € sur un compte en banque. Les 8 000 € en fait c'est tout simplement l'estimation de ce que une année d'études vous coûterait en Allemagne. Ça comprend bien évidemment l'alimentation, les assurances, les transports, les frais universitaires, les logements, etc. etc. Et attention, si ta candidature en Allemagne est acceptée, cela ne signifie pas que tu es inscrit. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Le fait que tu sois accepté, le fait que tu sois inscrit sont totalement indépendants. Donc du coup, une fois que tu as reçu la lettre de « je suis accepté », c'est super, mais il faudra pas oublier le fait de t'inscrire. Donc tout simplement remplir tous les documents, choisir ton cursus, choisir tes cours, pour obtenir aussi ce fameux numéro d'étudiant, pouvoir faire également la demande de visa si tu es hors Union Européenne, etc., etc. Si tu souhaites des informations plus précises sur le coût de la vie en Allemagne, sache qu'il y a énormément de sites internet qui t'indiquent en fait le coût moyen de la vie, notamment des sites tels que Combien ça coûte, où tu peux voir le prix de l'eau, de l'électricité, etc. Bien évidemment, l'Allemagne est un pays qui est assez grand, hein, donc en fonction des différentes villes où tu vis, les prix peuvent plus ou moins fluctuer. Il existe également plein d'autres sites internet pour pouvoir comparer justement le prix précis des villes. Je vais pas forcément les noms en tête, mais tu trouveras tout en barre d'informations. Et parce que j'ai quand même un petit peu poussé mes recherches, d'après les informations que j'ai obtenues sur le site de BAföG, un mois en Allemagne, tout compris, coûterait environ 900 € pour un étudiant. Et encore une fois, ce montant est à prendre avec des pincettes en fonction de la ville dans laquelle tu comptes étudier. J'ai déjà introduit un petit peu le sujet, mais en Allemagne, la scolarité s'organise en semestre et non pas en année. Tu as donc le semestre d'hiver et le semestre d'été. Généralement, le cursus scolaire commence en hiver, donc en octobre. Il y a certaines universités et certains cours que tu peux commencer à partir du semestre d'été, ça dépend fortement du type d'université dans lequel tu veux aller, mais j'ai envie de dire 80% du temps, généralement l'année commence quand même en octobre avec le semestre d'hiver. Tout simplement parce qu'il y a des cours en fait à niveau, et donc du coup tu dois d'abord suivre le niveau 1, puis ensuite le niveau 2, puis le niveau 3. Si tu veux participer au semestre d'hiver, il faut savoir que les inscriptions généralement se clôturent aux alentours du 31 mai, de la même année bien évidemment. Et tu vas me dire oui, mais moi je suis encore en terminale ou je suis encore en réto et j'ai toujours pas mon diplôme, comment est-ce que je fais? Alors déjà de 1, tu peux avoir des attestations hein, tout simplement de ton école pour pouvoir stipuler que tu es toujours en train d'étudier et que tu fourniras le diplôme une fois que tu l'auras reçu. Et généralement les universités te donnent un délai supplémentaire qui est jusqu'au 15 juillet pour pouvoir t'inscrire. Mais c'est toujours mieux de le préciser à l'avance. Si tu comptes postuler par contre pour le semestre d'été, sache que la date limite c'est le 15 janvier. En ce qui concerne les dates des semestres, sache que contrairement à la Belgique, le semestre d'hiver, donc du coup le début de l'année, commence en octobre et non pas en septembre, et se termine généralement en mars, et le semestre d'été commence en avril et finit en septembre. Encore une fois, en fonction des universités, ça peut légèrement varier, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Concernant la reconnaissance des diplômes, parce que tu peux te poser la question, oui mais si je fais mes études en Allemagne, est-ce que mon diplôme sera reconnu ailleurs? Bien évidemment que ton diplôme sera reconnu à l'international. Il y a certaines écoles d'ailleurs qui sont très réputées. La seule chose qu'on pourra possiblement te demander si tu veux vivre dans un autre pays à l'avenir, c'est tout simplement de faire traduire le diplôme dans la langue du pays que tu vises. Et encore, par exemple, moi je suis venue vivre en Allemagne, j'ai un diplôme belge écrit en français, et au final ils l'ont regardé, ils m'ont dit ok ça va, c'est un vrai. Et ils m'ont même pas demandé de traduction. Donc chacun fait un petit peu ses règles. En ce qui concerne les logements, sache que tu peux avoir les logements étudiants, hein, donc c'est les logements de l'université, mais il est également possible d'obtenir des logements étudiants, donc là qui sont privés. Pour pouvoir les trouver, je t'invite à te rendre sur le site de WG Gesucht. Bien évidemment c'est un site purement allemand, hein, donc si tu vas en Angleterre, bon ça va pas te servir à grand chose, mais c'est tout simplement un site où tu peux trouver des colocations et des logements étudiants à moindre prix qu'un réel appartement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que toutes ces informations auront pu t'être utiles et suffisamment complètes. Si j'ai oublié quoi que ce soit et que tu te poses encore des questions, n'hésite pas à le dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si tu souhaites également avoir une vidéo plus précise sur comment ça fonctionne l'Erasmus, etc. pour avoir plus d'infos, n'hésite pas à me le dire et je serai ravie d'en faire une également. D'ailleurs ma soeur est en Erasmus en Angleterre actuellement, donc pourquoi pas faire cette vidéo avec elle. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Ciao.